garde mon chapeau pour des raisons cliniques. Je remercie les copains, organisateurs de ce colloque, de m'avoir invité. En fait, ils ont fait une erreur. J'aurais dû conclure le colloque parce étant vu le titre qui a été proposé pour ma conférence. Enfin, ma conférence, mon speech. Je suis modeste. Voilà. Donc, bonjour tout le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour les étudiants, donc et les étudiants. Bonjour monsieur Aziz. Voilà. Alors, c'est une question très intéressante qui a été soulevée et je félicite le comité d'organisation pour le choix de ce sujet parce que, comme vous le savez, je suis pas sociolinguiste et je n'ai jamais aimé, sinon pour des références, pour quelques articles, fréquenter ce genre de littérature. Mais bon, je pense qu'il va falloir qu'on y replonge pour essayer de redéterminer un petit peu le positionnement de la langue par rapport à ce phénomène immense qui est en train de ronger l'actualité par le monde, à savoir, comme l'a rappelé Mme Ilham Haj, la migration et la migration forcée. Là, ce n'est pas une migration choisie, et donc douloureuse, donc conflictuelle, donc problématique, etc. Donc, normalement, on parle de didactique quand il y a une stabilité un petit peu dans un système. Le défi à relever ici, c'est que nous sommes en présence d'une instabilité extrême. Hier, par exemple, j'ai reçu sur mon flux d'informations cette information horrible que des enfants dans des camps de concentration, je les appelle comme ça, mineurs, qui tentent de se suicider en Grèce. Ces enfants migrants. Donc vous voyez un petit peu et ce qui a été relevé dans cette information, c'est la possibilité de ces enfants de communiquer avec les gens qui tiennent le camp de concentration. Donc vous voyez, la langue peut parfois précéder en importance la nourriture ou les soins. Parce que, et c'est ça le drame. C'est ça le drame, c'est que nous sommes transposés directement dans une situation d'instabilité extrême qui n'est pas le cas de la didactisation, qui est plutôt un cas de réflexion mûrie, lente, d'expérimentation, de changement de positionnement, etc., pour pouvoir produire des dispositifs d'apprentissage de la langue. Donc vous voyez, le défi est extrême. Alors, et on est en droit de se dire quelle langue parler à ces petits. C'est bien sûr la langue du pays d'accueil. Bien sûr, dans le but de combiner, parce que l'argumentaire du colloque souligne l'intégration linguistique, et je pense qu'il doit y avoir quand même l'accès ou la volonté de passer de se servir de l'intégration linguistique prioritaire à une intégration plus systématique, plus humaine, plus professionnelle, sociale, etc., où les gens peuvent s'accepter eux-mêmes en tant que migrants. C'est ça ce qui a été relevé par exemple par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, c'est que souvent ces gens sont en déphasage par rapport à eux-mêmes. Ils sont en train de perdre leur identité, donc comment leur apprendre une langue d'accueil, du pays d'accueil, en leur maintenant leur intégrité morale, physique, linguistique, identitaire, etc., etc. Vous voyez, les questions sont vraiment importantes. Je
suis certain, parce que j'ai consulté les interventions, je suis certain que vous aurez des réponses dans ce sens-là. Donc je vous invite vraiment à suivre de très près ce colloque, parce qu'il va permettre des positionnements, des postures de réflexion qui vont vous permettre l'accès à cette secondarité de réflexion nécessaire à un traitement de la question. Je remercie donc les collègues qui ont soumis leurs interventions, qui ont bien voulu participer à ce colloque. Donc voilà, comme je disais donc, le titre de ma conférence, enfin, ma conférence c'est un bien grand mot, plutôt j'ai parlé de mécanisme didactique. Alors que souvent on parle de dispositif didactique. La différence, c'est qu'il va falloir donc réfléchir d'abord sur le mécanisme d'installation d'un programme, d'un contenu, pour pouvoir par la suite construire des dispositifs didactiques urgents. Parce qu'à l'école, nous sommes tout le temps dans l'urgence, mais c'est une urgence encore plus urgente que d'avoir à intégrer des gens qui risquent de mourir, qui risquent l'exclusion, la ségrégation, qui risquent énormément de choses. Bien sûr, notre école mène à cela, mène à la ségrégation, mène à la discrimination sociale, mène à l'échec, etc. Mais bon, vous voyez, la similarité existe, quoi qu'elle soit minime. Simplement, vous voyez dans quelle posture vont être les gens qui travaillent sur cette question-là, c'est-à-dire sur la réduction d'une urgence encore plus urgente. C'est vraiment, si j'ose dire, comment prévoir. Donc, hier, par curiosité, j'ai été voir des interventions de gens qui s'occupent déjà d'accueil, qui s'occupent déjà d'intégration linguistique. Et j'ai vu des départements du gouvernement français, ou canadien, ou italien, etc. Et bon, le réflexe qu'ils ont eu, c'est de transposer un peu, de copier ce qui se passait. Comment on enseignait une langue à un étranger. Donc, je pense que c'est une erreur, puisque l'intégration ne se fait pas. Et c'est aussi simple que cela. Parce que je l'ai constaté moi-même à Dijon, à Nantes, à Caen, par rapport à des jeunes qui avaient suivi, ou des dames qui avaient suivi des cours d'intégration linguistique, et dont le résultat était vraiment plus que minime. Hein, voilà. Parce qu'il y avait un décalage au niveau de la conception qui était reprise au FLE et dérivée. Hein, comme je dis FLE, c'est les FLE, les forces, fous, etc. etc. C'est une transposition qui est indue, à mon avis, parce que c'est une transposition qui n'est pas faite dans les mêmes objectifs, avec les mêmes, pour laquelle on a oublié par exemple la nature, la qualité et la définition de l'apprenant dans ce cas-là, et l'urgence. Voilà, c'est très très important à souligner. Voilà, s'ajoute à cela, donc à cette défaillance un petit peu méthodique, méthodologique, des contraintes de valeurs éthiques. Nous sommes dans l'humanitaire, nous sommes dans le politique, nous sommes dans le diplomatique, nous sommes dans l'économique, parce que souvent ce sont des réfugiés, soit économiques, soit j'allais dire, c'est obligé qui fuient la guerre, qui fuient la famille, qui fuient, etc. Enfin, tous ne sont pas des gens qui prétendent une instabilité politique dans leur pays pour cela. Voilà, comme on l'a voulu bien le présenter dans les années 80 et 90. Un problème existe depuis pas mal d'années,
mais la didactisation et la production des instruments tardent, vraiment. Elle est vraiment pas, reste imparfaite pour des raisons incroyables. Voilà. D'autant plus que quand je faisais allusion au fleuve, je pense que les méthodes, j'assume ce que je dis, hein, depuis une bonne quinzaine d'années qui ont été inscrites dans les programmes fleuve, sont devenues très en décalage par rapport aux objectifs qui leur ont été fixés. FLE, c'est français, langue étrangère. Je l'ai constaté au niveau de l'université, par exemple, il y a une certaine mécanisation du dispositif, d'accord, qui ne vise plus l'autonomie réflexive, l'autonomie méthodique, l'autonomie professionnelle qui est exigée au niveau professionnalisante, pardon, qui est visée au niveau de l'université. J'ai discuté avec Claude tout à l'heure. Elle est où, Claude? Là. Ah, bonjour. Je lui ai dit que, par exemple, quand j'ai voulu travailler sur les valeurs au niveau du système éducatif marocain, je me suis aperçu que depuis 15 ans, je ne pouvais pas raccrocher l'éducation sexuelle complète, par exemple, ou d'autres contenus, hein, je connais caché pas mal, à l'enseignement du français, parce qu'il est devenu vraiment indigent. Très sincèrement indigent. Ce qui, pour nous, didacticiens, cette question d'intégration ne doit pas se faire uniquement dans le sens d'analyser la situation et créer des problèmes, dans le sens d'une application. Ça, c'est un travail d'expert qui peut être fait très vite. Voilà. Mais il faut peut-être revoir tout ça, que c'est une chance pour nous. Donc les réfugiés nous rendent service, on les remercie, et c'est pour cela qu'on doit vraiment s'intéresser à eux, pas uniquement pour leur cas, mais pour notre groupe, parce que nous sommes dans une urgence encore plus grande, c'est que les méthodes d'apprentissage des langues peuvent être révolutionnées, je le dis, grâce à une réflexion sur les possibilités de création de dispositifs ou de mécanismes didactiques pour ce genre de population. Donc il y aura certainement un contre-coup qui va peut-être nous obliger à revoir nos fiches, revoir nos ressources, revoir nos cahiers, revoir, etc. Donc merci les réfugiés, là je vous le dis, parce que le processus qui a été installé depuis une soixantaine d'années pour la didactique, c'est qu'il y a la référence académique, avec une discipline académique précise, chacun choisissait ce qu'il voulait. On faisait plus ou moins un acheminement vers la production d'outils, et que ces outils étaient en fait une sorte de, non pas un instrument de formation, mais un instrument de transfert. Nous sommes convaincus que le système éducatif marocain ne manque pas de compétences, ni ne manque de savoir-faire, il manque de complétude des concepts. Nos programmes sont conçus uniquement dans le sens transfert. On oublie toujours la transposition qui est la réflexion sur ces objectifs-là. Et vous voyez, par exemple, c'est ce que je disais il y a une bonne vingtaine d'années à propos du programme agrégation, qui était vraiment réduit par rapport à celui qui a été prétendu excellent, et donc que j'ai vécu en France, que j'ai vécu de très près en France. Voilà, et ça continue, malheureusement ça continue, les mêmes dispositifs. Donc voilà, pour nous, que pourrait être cette chance? Je vois une petite chose très simple. Dans l'argumentaire, les deux mots accueil et intégration arrivent indifféremment. De toute façon, dans le flux du discours, on les voit. Je pense que l'on pourrait y voir deux phases très intéressantes. Il y a la phase humaine, humanitaire, humaniste, tout ce qu'on veut à partir
de l'hominidé que nous sommes, qui serait l'accueil. Il y a des dispositifs d'accueil dont il faut prendre conscience pour respecter la dignité humaine chez les migrants, les émigrés, etc. Je dis aussi les émigrés. Hein, voilà. Et donc, mais il y a une autre phase d'intégration qui doit être un peu plus réfléchie, un peu plus systématique, avec un véritable dispositif qui rend encore plus digne l'intégration. C'est cette phase d'intégration où il va falloir loger, nourrir, intégrer, professionnaliser, accompagner, parce qu'il y a des drames psychiques aussi dans cette histoire psychologique, etc. Et l'instrument didactique pourrait, c'est ce que je reproche aussi à ce que j'ai vu comme expérience, c'est que ça manquait affreusement d'innovation. Ça manquait absolument d'innovation. Il y a juste, on reprend du écrit de ce qui a été déjà fait. Je ne veux pas faire d'allusion parce que comme je suis engagé dans des éditions d'ouvrages, je crois que je suis en train pas d'ouvrage, de manuel. Mais ça manque, je disais, donc absolument d'innovation. C'est encore les vieux cours avec le thème avec un nombre certain de mots, des expressions plus ou moins élaborées, selon la région, selon, etc., quand on y pense. Mais c'est tout. Ça ne finit pas. Alors, j'ai connu à Angers un peintre calligraphe, à travers un doctorant d'ailleurs, syrien, qui a dû abandonner et se prendre en charge, abandonner les cours d'intégration et se prendre en charge dans une certaine autonomie d'apprentissage de la langue française. Et ma foi, il réussissait bien. Mais simplement, lui, c'est un être un peu plus, avec un quotient intellectuel que les Algorithmes. Il faut voir que ce n'est pas le cas de tous les migrants. Ce sont des gens parfois déscolarisés, ce sont des fois des gens qui n'ont jamais été à l'école, ce sont des gens qui ne parlent pas des langues reconnues à l'ONU. C'est des gens qui ont des parlers régionaux, avec une culture orale, ou peut-être une culture écrite, mais pas transmise à ces gens-là. C'est donc une situation difficile. Et cette intégration donc devrait tenir compte, c'est là le principe, tenir compte de la nature de l'apprenant et mettre l'apprenant au centre de l'apprentissage qui va servir, tenir compte de la culture, de la nature de cet apprenant. D'autant plus que dans l'urgence, on oublie toujours d'évaluer, de faire un diagnostic de compétences linguistiques de cet apprenant. On considère d'office qu'il n'en sait rien. Et voilà. Alors, il y a quand même quelque chose d'un peu linguistico-centrique, c'est de considérer que la langue est l'accès unique à l'intégration. Voilà. C'est un abus, je pense. C'est peut-être notre narcissisme d'enseignant de langue qui préférant donner des leçons aux politiciens leur disant oui, vous vous occupez de la nourriture, nous on s'occupe de ce qui passe aussi par la bouche, mais c'est qui sort par la bouche, pardon, donc la langue. Donc voilà, je pense que c'est une chose absolument, je vous rejoins, je pense que c'est une chose à tenir en compte, d'autant plus que je prendrai ici devant vous une intégration linguistique, une intégration systémique. On doit penser à l'ensemble de l'intégration et non pas, parce que c'est ce qui s'est passé par exemple pour les migrants marocains en Hollande ou en France. Il y avait une double différence. Les Hollandais par exemple intégraient les migrants marocains selon un système assez complet. Donc on les prenait en charge
pendant une durée complète où les assistantes sociales, etc., s'occupaient des femmes et des enfants et des hommes de façon plus complète. Le système français, lui, était un peu plus expéditif. Il les prenait en charge pendant 1h30 ou 2 heures pour l'apprentissage linguistique. Et après, quand ils sont sortis de l'école, ils étaient soit remis dans des foyers, soit dans, etc. Et donc ils étaient lâchés, on ne savait plus. Et ça pouvait ralentir, avoir un impact extrêmement dur ou négatif sur l'apprentissage, sur l'intégration linguistique. Donc voilà, je pense qu'il va falloir tenir compte de cela. Ici au Maroc, l'intégration, on y a fait allusion tout à l'heure, les frères africains, s'est faite au début dans ce sens. Heureusement que ça a été rectifié. Et au début, ça a créé des drames au niveau de la transmission des maladies sexuelles, de la mendicité, de l'intégration au niveau juridique, etc. Parce que après, dans une deuxième phase, à partir de 2017, je pense, cette intégration linguistique a été intégrée à un ensemble de procédures et ça marche mieux maintenant, ça marche mieux. Il y a une diminution des processus volontaires de la maladie, des maladies, de la propagation. On a stoppé les maladies. Ils sont mieux intégrés professionnellement, ils peuvent aller même travailler dans des familles. Pourquoi? Parce que l'intégration systématique donne de la dignité, mais aussi ces humains. Ce sont des humains comme nous, devant leur responsabilité, une responsabilité juridique dont ils peuvent tenir compte et qui est une manière de construire le sujet apprenant de façon forcée, bien sûr, et rapide, mais qui porte ses fruits. Voilà donc, vous voyez tous les chemins, toutes les voies qui peuvent être créées à partir de cela, toutes les réflexions. C'est-à-dire, j'insiste et j'incite mes étudiants, nos étudiants, à s'intéresser à ce sujet parce que la dimension critique commence à devenir absente autour de la didactique ou même de la pédagogie, peut être recouverte, peut être retrouvée grâce à une réflexion sur ces questions-là. Je leur demanderai même d'aller visiter, rendre visite, peut-être à assurer des cours d'intégration de ces populations, parce que ce que l'on y apprend est extrêmement important par rapport à la relativisation de beaucoup de concepts qui nous semblent très évidents. Et bon voilà, je dis, l'université va apprendre des migrants que l'on considère comme une masse informe, externe, qui fait peur, etc. Je pense que ça serait très intéressant de voir ça, et notre pays juste à côté, à Tardoum, à Nata, ici à Cali, etc. Il y a beaucoup de petites écoles faites pour cela. Donc voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Je proposerai quand même une chose de très intéressante, que je trouve très intéressante, c'est que jusqu'à présent, dans l'enseignement des langues au Maroc, nous avons imaginé la langue et on a essayé d'enseigner la langue. Voilà, on a essayé d'enseigner la langue. Ça s'est passé aussi bien pour le français que pour l'anglais, que pour l'arabe. On a une idéalisation de la langue et on essaie de la transmettre telle qu'elle est. Cette transmission n'est pas très utile. Je pense qu'il faudrait changer de côté, ou changer de posture, ou changer de lit carrément, pour dire voilà, qu'il faut être suffisant
suffisamment connaisseur de la langue pour la stabiliser d'abord. De quelle langue a-t-on besoin dans l'immédiat, dans le plus urgent? Voilà. Alors que, par exemple, quand on regarde les manuels du primaire au Maroc, on a des thèmes, on a etc., des capacités des communicatives, etc., qui sont en fait la transposition et la réécriture moderne des choses qu'on a vues en 1923, et c'est bien dommage. C'est vraiment bien dommage. Alors, stabiliser donc la langue, voir ce que c'est que la langue, à quoi ça sert. Et puis, après, on va essayer de rentrer dans un autre processus de stabilisation didactique, c'est-à-dire transformer cette langue en langage. Hein? Transformer la langue en langage, c'est-à-dire quelles sont les compétences les plus immédiates, quels sont les vocabulaires les plus immédiats, quelles sont les expressions, etc. Et c'est à ce titre-là qu'on s'aperçoit que beaucoup de choses, vous voyez, par contre-coup, beaucoup de choses qui sont installées dans les programmes de français ou d'arabe, ou d'espagnol, ou d'anglais au Maroc, sont futiles, sont vraiment... c'est du remplissage, c'est vraiment du remplissage, qui ne porte même pas l'essentiel même de ce qu'on attend d'une langue, la raison critique et les valeurs, et la capacité à communiquer. Ce sont trois choses. Voilà. À partir de cela, on peut créer des dispositifs complets, ou au moins des outils qui pourraient être générateurs de ces dispositifs. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Bonjour, nous remercions M. Belkhiba pour son intervention passionnante. Alors, M. Belkhiba a souligné un déphasage qui existait. Et il a relevé une problématique, à savoir comment apprendre aux migrants une langue du pays d'accueil tout en maintenant un lien avec l'identité. Donc c'est un défi que la société marocaine a à relever. C'est quelle langue parler, la langue du pays d'accueil, mais il y a une volonté de passer de l'intégration linguistique à une intégration beaucoup plus humaine, beaucoup plus sociale. Et M. Belkhiba a insisté sur ce défi. Alors, il y a des mécanismes didactiques à appliquer. Alors que l'on parle, M. Belkhiba a mis l'accent sur l'importance de mettre en place des mécanismes didactiques plus que sur des dispositifs. Ces mécanismes didactiques, la mise en place de ces mécanismes didactiques sont urgents, car ce sont des gens qui risquent la ségrégation, voire même la mort. L'exemple a été donné, par exemple, de ces jeunes migrants en Grèce. L'intégration ne se fait pas aussi facilement, aussi simplement. Et les raisons pour lesquelles elle ne se fait pas aussi facilement, c'est qu'il y a des défaillances au niveau méthodique et méthodologique, mais aussi dans l'humanitaire. Il faudrait donc une didactisation et une production des instruments. Et cette didactisation et production tarde à venir. Alors pour les didacticiens, une question est soulevée, c'est celle de l'intégration. Elle ne doit pas se limiter à un travail d'expert, mais aller bien au-delà. Alors face à cette situation, face à ces réfugiés, nous sommes dans une situation d'urgence. Situation d'urgence qui implique des méthodes d'apprentissage des langues qui doivent être révolutionnées. Donc il faut penser, on pense seulement au transfert et on oublie la notion de transposition sur laquelle il faudrait travailler. Alors ce défi à relever, c'est une chance, M. Belkhiba a souligné qu'il s'agissait d'une chance, car l'accueil et l'intégration pourraient être perçus comme deux phases. Une phase humanitaire, humaniste, qui serait l'accueil, c'est-à-dire le respect de la dignité. Mais aussi, également, une phase d'intégration, qui, elle, doit être beaucoup plus réfléchie. C'est une phase, cette dernière phase, où il va falloir accompagner, professionnaliser, et surtout mettre en place des instruments didactiques. Un constat a été fait, celui du manque d'innovation.
L'intégration devrait tenir compte de la culture et de la nature de l'apprenant. Dans l'urgence, on oublie toujours de faire un diagnostic de ses acquis. Il y a également un abus, c'est que l'abus est le suivant, c'est que la langue est souvent limitée à son outil d'intégration. On doit penser l'intégration on doit penser à l'ensemble de l'intégration, à savoir, l'intégration également, c'est une intégration systémique. Alors, de nombreuses réflexions peuvent être créées, celle de la dimension critique autour de la didactique. Il faudrait également relativiser de nombreux concepts. Jusqu'à présent au Maroc, on a essayé d'enseigner la langue. Il faudrait changer, d'après M. Bloch, changer de posture, car il faudrait être suffisamment connaisseur de la langue pour la stabiliser. Alors, cette stabilisation didactique passe par la transformation de la langue et du langage. Voilà. Alors, merci madame d'avoir traduit. Voilà. J'espère que j'ai été assez... voilà. Alors, je vais donner la parole à l'auditoire pour les questions. Voilà. Cette intervention plonge d'emblée dans les aspects les plus délicats, les plus difficiles et les défis de ces problématiques. Si j'ai bien compris, il n'y a actuellement pas d'expérience au sein du système éducatif, soit de dispositifs, soit de classes spécifiques qui seraient tournées vers la population immigrante. Vous préférez que je réponde Non, on prend des questions si on a. Sinon, merci Claude. J'ai une excellente. Merci, Monsieur Alfred, pour cette intervention. J'ai beaucoup aimé votre idée selon laquelle on peut apprendre de ces gens qui choisissent le Maroc comme pays d'accueil, et surtout l'idée selon laquelle on peut apprendre en leur enseignant la langue. Est-ce que vous pouvez donner des exemples précis de cet apprentissage? Je suis tout à fait d'accord avec vous, je travaille dessus aussi, mais est-ce que vous pouvez un petit peu élaborer là-dessus? Merci. Merci, monsieur. Merci pour l'intervention très intéressante. Moi, cette question est le fait que c'est vrai que l'intégration des migrants au Maroc ou soit dans d'autres pays est difficile à se faire, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais vous avez bien dit que la langue n'est pas le point nécessaire, le plus nécessaire dans l'intégration des migrants. Je voulais bien vous demander si ce n'est pas abusif de dire que la langue n'est pas importante, parce que c'est nécessaire quand un migrant vient au Maroc ou d'autres pays, il doit savoir les points
dans les points forts, les points faibles de ce pays-là et savoir parler la langue du pays où il est forcé de partir. Parce que c'est pas par choix, sinon ce serait une immigration choisie. De la différence entre immigration et migration. Sinon, la deuxième partie de ma question, la formation dont vous avez parlé, celle qui n'est pas seulement didactique, et la formation du système éducatif dans le Maroc pour bien intégrer ces migrants-là, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le gouvernement qui doit mettre en place des budgets pour former les personnes, pour former les migrants? Merci. Bonjour. Merci de votre intervention, monsieur. Mais je me demande, vous avez parlé des méthodes et mécanismes d'enseignement de la langue pour l'intégration des migrants subsahariens. On peut parler de quelle langue? Quelle langue? Au Maroc, on a plusieurs langues. Langue de communication dans la société et langue de l'enseignement. Si la langue de l'enseignement, elle doit subir les méthodes et mécanismes d'enseignement de la didactique formelle, mais pour la langue de la société, le migrant a besoin d'apprendre la langue de la société. Quelles sont les méthodes et mécanismes qu'on doit adopter pour l'enseignement de cette langue à la population migrante? Merci. C'est la dernière question. Merci, monsieur. Je voulais seulement. J'ai une petite question, donc je ne saurais pas. Par rapport à la question des phrases, vous avez pu tracer donc, des limites entre l'accueil et l'intégration, qu'on voit, ce sont deux phases démarquées, avec un accueil donc, un peu humaniste et une dimension rationnelle par rapport donc, à l'intégration. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que les deux phases s'entremêlent et se comprennent mutuellement? Sinon, comment je peux vous accueillir bien et bon et vous intégrer mal? Donc, les deux phases, à mon sens, s'intègrent parfaitement au point que l'on ne peut pas, donc, au point de perdre le fil, donc à les séparer. Vous comprenez? Oui, absolument. Merci pour vos questions. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Voilà, pour répondre je réfléchissais à voix haute devant vous, parce que c'est une question qui me prend vraiment le partie de mon quotidien. Et donc, je reprendrai. Claude s'est demandé, a posé la question de savoir s'il y a des expériences. Voilà, je pense. Il y a une expérience tacite, c'est-à-dire c'est les formes d'éducation traditionnelle qu'ils pouvaient recevoir. Et là, il ne va falloir les formaliser. C'est un travail de recherche très approfondi. Mais il y a d'autres expériences d'intégration sociale, par exemple ici au Maroc, ou d'alphabétisation, ou d'accueil de populations étrangères. Par exemple, ici à Rabat, il y a tout un réseau de gens qui apprennent l'arabe dialectal ou l'arabe classique ou le français à des populations ne parlant pas ces langues-là à l'origine. Donc, ce sont des expériences pragmatiques, bien qu'elles aient été réfléchies de façon très scientifique, donc par exemple autour de l'alphabétisation, avec la chaire UNESCO qui était ici, dirigée par mon ami Bachir Tamed, enfin anciennement dirigée par Bachir Tamed. Donc, il y a de la matière. Il y a quelques cours qui sont assurés, quelques sessions qui sont assurées de façon plus ou moins régulière par le Haut Commissariat HCR. Voilà. Et donc, en général, dans ces cours-là, comme c'est des modèles internationaux, il y a une sorte d'arabisation dialectale de ce contenu. Ça répond un petit peu à la question qui a été posée tout à l'heure. Et on va revoir ça peut-être. Alors, il y a beaucoup d'expériences. Mais comme je suis assez provocateur et assez
assez taquin, je dis aussi qu'il y a que l'école tout entière est un instrument d'intégration. D'accord? Il n'y a pas d'école qui ne soit pas là pour ça. C'est pas que l'école serve de domestication ou d'élevage je sais pas, elle est là pour une intégration. Donc, et donc on pourrait se servir aussi de l'expérience formelle qui est faite par d'accord. C'est pour ça, dans ce sens, que je citais les expériences de la langue arabe, par exemple, le ta'allum arabe de la langue les non-arabophones, il y a l'espagnol, moi-même j'écris ici à l'espagnol comme petit, quand j'étais petit, ça fait longtemps. Et donc, il y a l'expérience il y a toute l'histoire, il y a une évolution à faire, peut-être qu'on va confier ça à des doctorants, une évolution de l'enseignement du fleuve, de toutes les étapes du fleuve en Europe, quelles sont les dispositions, les dispositifs, les instruments, les mécanismes de l'apprentissage de cette langue qui a été idéalisée, à laquelle on a donné des fonctions qui ne sont peut-être plus les siennes dans le système éducatif. Donc il faut, pour pouvoir répondre à cela, avoir une vision plus panoramique, non pas parce qu'il faut justement détecter les chances que l'on pourrait avoir d'aider linguistiquement ces gens. Ça nous donne déjà la réponse de ces apprentissages. Le cas, je suis désolé, mais c'est l'une des manières par laquelle l'université devrait interagir avec son environnement. Elle n'est pas uniquement productrice, elle est aussi réceptacle d'expérience. Donc on ne peut pas se satisfaire de la construction de ces populations comme objet d'analyse, puis c'est tout. Il faut aller dépasser cela vers une secondarisation, une réflexion autonomique sur soi-même, sur son propre discours, sur sa didactique, sur sa méthode, sur ses moyens de faire, etc. Et je vous assure, quand j'ai observé quelques cours, quelques activités dans ce sens-là, j'observe beaucoup. J'ai passé par exemple 12 années à observer l'éducation traditionnelle. Donc il y a beaucoup de concepts qui me semblent très évidents. Le concept d'apprenant, par exemple, le concept du temps scolaire, le concept etc. C'est cool. C'est cool parce que ces concepts sont construits dans une schématisation académique issue dans un réseau conceptuel philosophique ou quasi-philosophique, il faut faire aussi cela, et donc qui peuvent se révéler tout à fait ineptes ou inutiles, du moins, pour ces choses-là. Voilà, c'est ça je pense que donc cet apprentissage est nécessaire. Nous devons accepter d'apprendre, je suis désolé, et d'accepter d'apprendre à travers ces cas particuliers, etc. J'ai été moi-même, pour vous donner un exemple, j'ai été moi-même surpris par la qualité de réflexion de mes étudiants didactiques quand ils sont allés, plutôt dans le système formel, dans les lycées, etc., ils sont allés voir les cours, les heures supplémentaires, les cours de soutien, etc. Ils sortent de très 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 belles choses et leur émergence critique se fait comme ça. Et je pense que c'est très intéressant et c'est à ce titre-là que je suis reconnaissant à mes jeunes amis pour l'organisation de ce colloque, parce que ça m'a permis un petit peu de relativiser pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses que nous enseignons ici à la Faculté des sciences d'éducation, je le dis, qui devraient être revues. Voilà, à partir d'expériences ou d'évolution, d'innovation. Il y a une autre question qui a été posée autour du budget. Le budget est assuré. Oui, le budget est assuré. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas question d'argent nécessairement, mais c'est une question
de former les gens qui vont former ces Oui. migrants-là. Je suis tout à fait d'accord. On peut dire oui et non, hein, parce que normalement, les formations, ce sont maintenant les universités qui les proposent. C'est à nous, enseignants-chercheurs, de proposer des formations d'enseignants dans ce sens. Quand il y a eu l'appel pour la préscolarisation, tout le monde s'est mis à la préscolarisation, même ceux qui n'en savent rien. Donc, ils ont créé des filières de préscolarisation. D'accord. Donc, il faut encourager les gens dans ce sens-là. Le budget existe dans l'attente. Il suffit de se faire accréditer dans ce sens. Il n'y a pas de problème. Le budget existe parce qu'il y a énormément d'organisations internationales qui travaillent dans ce sens et peuvent aider à la formation. Le problème n'est pas ça. Le problème n'est jamais, à mon avis, ce n'est pas un problème de budget. Le problème, c'est une question de qui veut faire ça. Il pourrait consacrer sa vie à ça, ou une partie de sa vie, ou se faire une vocation de cela. Parce que l'immigration ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire 6 années et puis arrêter, ça va continuer. Et donc, premièrement, et deuxièmement, de quels outils conceptuels, méthodiques et méthodologiques entourer tout cela pour pouvoir produire des choses qui ne peuvent pas faire de mal, parce que l'enseignement fait beaucoup de mal aussi, aux populations concernées. Vous comprenez? Donc on ne peut pas s'arrêter à la réflexion qu'on trouve toujours à la radio, le budget Mackenzie, non, ok, il faut savoir le trouver et le gérer. Une dernière question. Oui, moi je suis pour ce mélange de ce qu'on appelle la pensée en sablier. On ne peut pas dire, attends, on va d'abord les accueillir, puis après les intégrer. L'accueil fait partie de l'intégration, mais simplement il faut savoir quelles actions mener dans tel cadre, pour qu'il n'y ait pas de confusion et pour que l'on sache vraiment sur quel point intervenir pour l'une ou l'autre. J'ai négligé le troisième élément, bien parce que je l'ai évité à cause de sa charge politique, c'est le mot insertion. D'accord? Il faut y penser. Mais comme ce mot a été un peu malheureux dans les années 80-90, je l'ai évité un peu pour voir, et je préfère le cacher sur l'intégration pour respecter l'obédience socio-linguistique des organisateurs. Voilà. Merci beaucoup.